Imaginez un instant, un temps où l'art, il n'était pas juste enfermé dans les musées, non. Il explosait littéralement de couleurs sur les murs de la ville. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la belle époque, à la découverte de cette incroyable révolution des affichistes. Ce sont ces artistes, en fait, qui ont fait des rues d'Europe de véritables galeries à ciel ouvert. La vraie question, c'est ça. À quel moment, comment est-on passé d'annonces austères, tout en noir et blanc, à de véritables chefs-d'œuvre pleins de couleurs qui ont complètement changé le visage des villes à la fin du 19e siècle? Pour comprendre, il faut se transporter dans le Paris de la Belle Époque. La ville est en plein boom, l'industrie tourne à fond, les grands magasins apparaissent, les cabarets et les théâtres sont pleins à craquer, et dans tout ce bruit, dans ce tourbillon, il fallait un nouveau moyen de se faire voir, de séduire, de vendre, un moyen de communication de masse qui soit plus rapide, plus visuel, plus percutant. Alors, voilà notre programme. On va commencer par la naissance de l'affiche moderne dans les rues de Paris. Ensuite, on explorera les grandes rivalités créatives qui ont défini l'art nouveau. Puis, on traversera la Manche pour voir une révolution graphique encore plus folle. Et après ça, on découvrira l'influence secrète qui les relie tous. Pour finir sur l'héritage qu'ils nous ont laissé aujourd'hui. Bon alors, qui sont ces fameux pionniers? On les appelle les affichistes. Pour eux, un simple mur de briques, ça valait autant qu'une toile de maître dans un musée. Ils ont eu cette intuition géniale, une affiche, ce n'est pas juste une annonce, c'est une chance de créer un art pour tout le monde. Un art démocratique qui ne demande pas qu'on vienne à lui, mais qui s'offre au regard de chaque personne qui passe dans la rue. Et au cœur de cette révolution à Paris, deux géants vont s'affronter. Deux visions du monde, deux styles, deux facettes de l'âme parisienne qui vont se livrer à un duel créatif absolument fascinant par affiches interposées. D'un côté, on a Jules Chéret, le Watteau des rues. Ses affiches, c'est une véritable explosion de joie. C'est lui qui invente la chérette. Imaginez un peu une femme pétillante, toujours en mouvement, souvent un verre à la main, qui incarne la légèreté et le plaisir. Elle va devenir l'icône parfaite de cette société qui découvre la consommation et les loisirs. Et en face, changement radical d'ambiance avec Henri de Toulouse-Lautrec. Fini la joie et à l'insouciance, là on plonge dans l'énergie brute électrique des nuits Montmartre. Ses lignes sont tranchantes, ses couleurs audacieuses. Il va même utiliser la technique du crashie, c'est une sorte de projection d'encre qui donne à ses affiches une texture granuleuse, vibrante, presque vivante. Lautrec, lui, ne vend pas un rêve, il capture un instant vérité. Quand on les met côte à côte, la confrontation est saisissante. D'un côté, on a la légèreté de Chéret, qui utilise l'affiche pour vendre un produit, un idéal de vie. De l'autre, la force brute de Toulouse-Lautrec, qui l'utilise pour communiquer l'essence même d'un lieu, d'un spectacle. Deux maîtres, un seul support, mais deux philosophies complètement différentes. Mais Paris, à cette époque, ce n'est pas que ce duel. Au même moment, un autre mouvement est en train de naître, inspiré non pas par la frénésie de la ville, mais par la nature elle-même. C'est l'art nouveau. Et là encore, on va retrouver une opposition de style fascinante. D'un côté, il y a Eugène Grasset. Son style à lui est très structuré, presque médiéval. On sent l'inspiration des vitraux. Et de l'autre, Alphonse Mucha, le maître de la courbe sensuelle, de la fameuse ligne coup de fouet qui ondule et qui serpente sur toute l'affiche. Ce sont deux visions de la nature, mais avec un seul et même but, réenchanter le quotidien. Et c'était bien plus qu'un simple style, c'était une vraie philosophie. Face à la rigidité et à la production en série de l'ère industrielle, l'Art nouveau voulait réinjecter de la beauté, de la poésie, du vivant dans chaque objet de tous les jours, à commencer par les murs de la Dyle. Pendant que Paris tombe amoureux des courbes de l'Art nouveau, de l'autre côté de la Manche, une autre révolution graphique est en marche. Et celle-ci, elle sera encore plus radicale, encore plus audacieuse. Bienvenue en Angleterre. Faites la connaissance d'Audrey Biotzley, l'enfant terrible de l'Angleterre victorienne. Avec lui, on oublie la couleur. Son univers, c'est le noir et le blanc. Des lignes sinueuses à la fois élégantes et grotesques. Avec son art, il ne cherche pas du tout à vendre quelque chose, mais à provoquer, à dénoncer l'hypocrisie et la décadence qui se cachent sous le vernis puritain de son époque.
Et là, à l'opposé complet de l'ornementation, on trouve les Begarstaff. Leur approche, la simplification la plus extrême possible. En fait, ils découpent des formes dans du papier coloré et ils créent comme ça des silhouettes hyper puissantes et minimalistes. C'est audacieux, c'est fort et c'est un échec commercial total. Le public n'était tout simplement pas prêt. Mais sans le savoir, il venait d'inventer le futur du graphisme. Jusqu'à maintenant, on a vu beaucoup de différences, de rivalités, mais tous ces artistes, qu'ils soient à Paris ou à Londres, partageaient une source d'inspiration commune, une révélation qui a absolument tout changé pour eux. Ce fil conducteur, c'est le japonisme. Au moment où le Japon s'ouvre à l'Occident, une vague d'estampes, les fameuses ukiyo-e, déferle sur l'Europe. Et pour les artistes de l'époque, c'est un véritable tremblement de terre visuel. Ils découvrent une grammaire de l'image complètement nouvelle, une autre façon de composer, de mettre la couleur, de voir le monde. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont piqué au Japon? Eh bien, le cerne noir qui vient souligner les formes, on le retrouve chez Grasset et Beardsley. Les grands aplats de couleurs, sans ombre ni dégradé, c'est la marque de fabrique de Toulouse-Lautrec et des Begarstaff. Les formats tout en hauteur, bref, tout ce langage visuel qui nous semble si parisien ou si londonien, en réalité, il vient de l'autre bout du monde. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui? On pourrait croire que c'est une histoire qui date un peu, mais en réalité, les innovations des affichistes sont absolument partout dans notre quotidien. Plus de 125 ans plus tard, leur héritage est omniprésent. Chaque fois qu'on regarde un logo minimaliste, une affiche avec une composition qui sort de l'ordinaire, ou une publicité qui joue avec les silhouettes, on est face à l'écho de leur révolution. Ce sont eux qui ont posé les fondations de tout le langage visuel du XXe siècle. Cette chaîne d'influence est vraiment fascinante. Tout part de la simplification radicale des Begarstaff. Leur idée est reprise en Allemagne, avec ce qu'on appelle l'affiche objet, qui se concentre sur un seul produit sur un fond neutre. Cette pureté va ensuite inspirer le modernisme et le fameux style suisse avec sa rigueur et sa clarté. Et les principes qu'ils ont établis, la force d'une silhouette, l'impact d'un aplat couleur, ce sont encore aujourd'hui les piliers de tout bon design graphique. Finalement, la plus grande leçon des affichistes, c'est d'avoir prouvé qu'une affiche, ce n'est pas juste un bout de papier pour donner une information. Non, c'est une affirmation, c'est une identité, c'est une œuvre d'art qui peut transformer une rue toute grise en une explosion de créativité. Ils n'ont pas seulement inventé la publicité moderne, ils ont inventé l'idée que le design pouvait changer notre quotidien. Alors, la prochaine fois qu'on se balade en ville, il faudra lever les yeux. Vraiment, regardez les affiches, les logos, tous les visuels qui nous entourent. Parce que qui sait, le chef-d'œuvre qu'on a croisé aujourd'hui sans même s'en rendre compte est peut-être l'œuvre d'un lointain héritier de Toulouse-Lautrec ou des Begarstaff, caché juste là, au coin de la rue.